Modifier. Bonjour à tout le monde. Il est 13h02. Normalement, on vient de vous faire rentrer dans ce webinaire de présentation de l'étude MEDAPER. Au regard du nombre d'inscrits au webinaire, on va laisser 1 ou 2 minutes supplémentaires, mais guère plus, pour que les retardataires se connectent. Au regard de l'heure, les crêpes ont peut-être été bonnes. Karine, c'est Denis Ardelin, tu m'entends? Voilà. Parce que je viens d'arriver à l'instant. Oui. C'est parfait, merci. Tu es donc connecté et tout le monde est connecté, a priori nous entend. Vous avez à votre disposition la conversation, le chat. Bonjour Nadine. N'hésitez pas tout au long de la présentation à mettre des commentaires si vous le souhaitez dans la conversation. Et sachez que en fin de présentation, on aura un temps d'échange, un temps de discussion au regard des éléments présentés. Si vous avez des compléments d'information ou des questions restantes, il y aura un temps où on prendra les questions, soit par écrit, soit vous pourrez lever la main, on ouvrira les micros sans difficulté. Voilà, le nombre de participants monte doucement. Et donc, je vais partager mon écran. Et sans plus attendre, nous allons démarrer. Donc pour ce webinaire concernant la présentation de l'enquête MEDAPER, donc la présentation non pas des résultats, mais bien de la réalisation de l'enquête. Nous la ferons, donc nous sommes 3 à avoir préparé ce support et cette enquête, en tout cas dans sa présentation. Vous avez entendu, pour ceux qui sont déjà connectés, il y a Denis Ardelin, du centre hospitalier du Léman qui interviendra dans la présentation. Moi-même, Karine Véron, à l'Omédite Auvergne-Rhône-Alpes, de manière mal polie. J'ai oublié de présenter avant moi l'interne de l'Omédite, une interne de l'Omédite, Morgane Grandjac, que vous voyez à l'écran. Sans transition, je vous démarre la présentation donc, de l'enquête MEDAPER, je crois qu'on a mis l'acronyme, l'analyse des médicaments annuels périmés à l'hôpital. Le contexte du lancement de cette enquête peut, je pense, expliquer aussi les objectifs ou les partis pris de l'enquête. Donc le premier contexte, c'est en suite de l'enquête d'IMED auquel vous avez pu participer ou pas. L'enquête d'IMED qui était donc portée sur les médicaments à l'hôpital, pourquoi et combien on jette. Cette enquête, si vous n'y avez pas participé, ou pour rappel tout simplement, elle cherchait à évaluer qualitativement et quantitativement les DIMED, avec un focus sur le principal, c'était le recueil dans les unités de soins. Et au regard de la méthodologie qui pouvait paraître un peu chronophage, la temporalité de l'étude s'était contentée de recueillir sur une semaine donnée. Ensuite, ce qui a été proposé dans le recueil, c'était d'analyser les motifs d'élimination de ces DIMED. Et les résultats ont rapporté que la première place dans les médicaments jetés, dans les DIMED, c'était bien les médicaments périmés et qu'ils étaient en top, le motif de la péremption était en première, en pole position, sur l'impact économique, que ce soit en volume ou en monnaie ou en euros, en volume ou en montant, et sur l'impact environnemental aussi.
Et enfin, ce qui en a été une des conclusions ou des orientations de cette enquête d'IMED avait été d'identifier, de proposer des recherches de solutions pour diminuer ces DIMED. Et parmi elles, il y avait le fait d'investiguer les motifs de péremption. Pourquoi, dans un flux continu de patients et de médicaments, on arrive à périmer des médicaments. Donc ça, c'est la première partie du contexte de cette étude. La deuxième partie, c'est une partie régionale cette fois-ci, avec une dynamique régionale, d'où la proposition de l'enquête régionale dans un premier temps. Il s'agit du coup d'un groupe de travail piloté au niveau de l'ARS qu'on a appelé MNU, médicaments non utilisés, qui a été appelé MNU. Ce groupe de travail a été initié par un constat de plusieurs établissements sur la difficulté de gestion et le risque majoré de péremption des médicaments achetés pour un patient donné et sans lien avec son motif d'hospitalisation. Donc là, en toute logique, je pense que ça fait écho pour pas mal d'entre vous de situations déjà connues. Et donc, suite à ce constat-là et sur les élans actuels, que ce soit nationaux ou même régionaux, l'ARS a décidé de créer un groupe de travail porté donc sur ces médicaments non utilisés qui sont sur les étagères avec des PUI ou des unités de soins, avec la volonté d'essayer d'apporter des solutions. Donc, les objectifs de ce groupe de travail, c'est d'essayer de rechercher des actions de réduction de ces volumes de périmés, mais surtout de ces médicaments achetés pour un patient donné, avec une recherche de solutions qui pourraient être mises en œuvre et ou une recherche pour optimiser des pratiques qui existeraient déjà, comment les potentialiser. Et donc, après, ce groupe a cherché à identifier des freins et des leviers et proposer des mises en œuvre. Et donc, vous en comprendrez que cette enquête MEDAPER est un maillon des solutions proposées dans ce GT ARS-MNU. Denis, donc, comme vous le voyez sur la composition du GT, j'en parle, mais tout ça ne vient pas de l'Omedit à l'initiative. Donc, je laisse Ouais, tu veux peut-être que un je prenne la peu la parole? parole Vous à Denis pour m'entendez? compléter. Vous Oui, m'entendez? oui, Oui. très bien, Denis. Donc, Très bonjour à bien. tous. Effectivement, bon, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais je n'étais pas le seul. Je crois que Dorothée Boucher également avait soulevé ce problème. Et si on refait un petit peu l'historique, fut un temps, on avait déjà aussi les médicaments qui passaient en ville. Et à partir du moment où ça passait de la rétrocession à la ville, on avait 4 jours pour pouvoir écouler notre stock, ce qui était un petit peu court, et on se retrouvait parfois avec des produits qu'on n'arrivait pas à rétrocéder. Et bon, on trouvait des astuces, mais parfois, c'était un peu compliqué pour pouvoir écouler ces produits. Sur ce sujet-là, je passe rapidement parce qu'il y a déjà une évolution. Et aujourd'hui, on a assez souvent 15 jours. On a même demandé à ce qu'on puisse avoir un petit peu plus pour pouvoir écouler nos produits. Ça, c'est une bonne chose. Il y avait aussi, effectivement, ce problème de médicaments. Je pense particulièrement aux anticancéreux par voie orale, inhibiteurs de tyrosine kinase ou autres, qui coûtent entre 2 et 6 000 euros la boîte. Un patient qui vient pour un ongle incarné, je caricature, et il a son traitement pour son cancer du rein. On lui en donne, on est obligé normalement de lui fournir le produit, on lui en donne pour 3 jours, et il reste 5 000 euros sur nos étagères, non rétrocédable, donc on ne peut pas lui fournir quand il sortira. Et d'ailleurs, on se dit, ben, si jamais il y avait un autre patient dans les 2 mois qui viennent ou avant la péremption, ben, on ne voudrait pas non plus se départir de ce produit et lui donner gracieusement. Donc, on le garde. Et puis, ça arrive à péremption tout doucettement. Et moi, pour un établissement comme le mien, qui est un établissement de taille moyenne, c'est tous les ans entre 10 et 20 000 euros comme ça qui partent. Si j'extrapole à la France, je me dis que ça fait beaucoup de sous, sans compter le côté effectivement environnemental qui est aussi à considérer. Donc, partant de là, j'avais essayé de solliciter un petit peu les députés il y a ça 5 ou 6 ans. Et puis, j'avais eu une écoute, mais pas beaucoup plus. Et puis, l'ARS, quand ils ont dû avoir, de par les autorités, une demande de faire des économies pour essayer de limiter les 60 milliards de déficit qui étaient au niveau de la France, ben, ils se sont dit que cette solution était peut-être pas la mauvaise. Enfin, elle faisait partie des solutions intéressantes. Donc, groupe de travail
qui s'est réunie à partir du mois d'août, deux réunions en présentiel assez intéressantes auxquelles participaient effectivement l'ARS, l'Omédit, l'assurance maladie, et puis dans les trois pharmaciens, Dorothée Boucher, Nathalie Corda et moi-même. Assez intéressant. Pour être très honnête, on s'aperçoit que l'ARS et l'Omédit sont assez partants pour essayer d'avancer vite. Et puis, c'est l'assurance maladie qui est un petit peu plus euh, à se poser des questions. Donc, décision de lancer quelque chose de structuré avec un article 51 qui est en train de se mettre en place, enfin en tout cas qui est étudié, qui a pas mal avancé. Et s'il aboutit, ça nous permettrait effectivement de pouvoir, euh, en dérogation des règles habituelles, éventuellement dans certaines situations, rétrocéder des produits qui ne le seraient pas, ou voir comment on peut échanger des produits les uns les autres. Alors vous me direz, vous comme moi, on essaye de trouver toujours des astuces, des plans B pour pouvoir fournir des produits à l'hôpital voisin si jamais il en avait besoin et éviter que ça se périme chez nous. Quand on a l'ARS, ils sont compréhensifs, ils savent bien que ça se fait, mais malgré tout, normalement, il faudrait des conventions à tous les niveaux, ça peut être assez lourd. Donc, on attend beaucoup de cet article 51 qui pourrait nous faciliter la tâche. Voilà ce que j'avais à dire principalement. L'enquête, donc, bon, il y a eu un gros travail de l'Omédit. Merci Karine d'avoir mis ça en place. C'est pour pouvoir objectiver l'intérêt de faire ça. Nous, on en est convaincus, mais il faut convaincre au-dessus. Quand je dis au-dessus, c'est plus les autorités de l'assurance maladie et puis sans doute l'ARS qui, à mon avis, est pas mal convaincue. Et donc, cette enquête, on va y venir, ça nous permettrait de montrer qu'il y a des choses à faire et que ça peut avoir un impact intéressant. Alors, certes, ça va nous demander un petit peu de travail. On a essayé de faire en sorte que ça en demande le moins possible, mais ça, c'est Karine qui va développer derrière, et puis je pourrai intervenir. Mais pour autant, tous les éléments sont intéressants. Si jamais on n'arrive pas à tout remplir, on le verra tout à l'heure, c'est pas dramatique, mais le plus on a d'informations et le mieux ce sera pour pouvoir analyser ce qu'on va faire remonter. Voilà ce que je voulais dire un petit peu par rapport à ça. Et puis Karine, je te laisse la parole, puis on verra pour après. Ça marche. Merci Denis pour l'explication du contexte. Donc, vous l'aurez compris, il y a la notion d'étudier les périmés dans leur ensemble, mais il y a un attachement un peu plus particulier à identifier spécifiquement ces médicaments qui sont un élément des motifs de péremption. Donc, ces médicaments, c'est les médicaments en gras, là, médicaments achetés pour un patient donné sans lien avec son motif d'hospitalisation, dont on sait que la mesure corrective n'est pas une mesure de gestion. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas optimiser dans le cadre réglementaire et légal. On doit acheter les traitements pour nos patients qui rentrent qui rentrent en hospice. Et donc, on a l'obligation de les acheter. Et même si on sait de facto qu'on va être en difficulté pour passer la fin des traitements, eh ben, c'est sur nos étagères. Et comme l'a très bien dit Denis, ça périme. Oui. Juste rajouter effectivement que, il y a une tolérance que l'ARS nous a recitée sur les 2 voire 3 premiers jours de demander aux patients, si on n'arrive pas à s'approvisionner dans les délais, d'apporter son propre traitement. Et ça n'est qu'une tolérance et qui, normalement, vous aurez bien compris dans ce normalement que c'est la réglementation qui veut ça, normalement on ne peut pas l'étendre. Cette, 24-48 heures, c'est voilà. la règle. Bon. C'est le cadre Nous sommes légal. entre nous, on est bien d'accord que ça nous Non. arrive, voilà. Mais bon, ça peut nous arriver. Voilà, il y avait à dire. Et ça, c'est l'autre dans l'environnement des études ou des enquêtes sur justement ce parcours du circuit du médicament et la recherche de limitation des déchets, des DIMED ou des péremptions dans leur ensemble. Il y a d'autres articles dans dans la LFSS qui sont en cours d'étude ou qui seront lancés. Entre autres, je crois que c'est l'article 86. Alors, je ne suis pas très bonne sur la mémoire des articles. Concerne justement ce que vient d'expliquer Denis, c'est-à-dire l'entrée en milieu hospitalier et le fait de garder les médicaments propres aux patients. Mais c'est une étude portée sur le secteur de la cancérologie
uniquement pour le moment, en tout cas ce qui est mis à l'étude. Donc là, on est vraiment, nous, dans un contexte intra-hospitalier et plutôt de diagnostic. Donc ça, je vais passer du coup à la méthodologie de l'étude. On va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, à qui s'adresse l'étude? Vous l'aurez compris, quiconque a une PUI et des médicaments sur ses étagères. Donc public, privé, quel que soit le statut et la taille de l'établissement. Et puis mécaniquement, je trouve que toutes ces enquêtes, parce qu'on commence à avoir pas mal d'enquêtes, il y a forcément une volonté d'aller, je dirais, autocritique, puisque c'est d'être en capacité de faire des constats sur ces pratiques et de voir ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. Donc le motif, je le redis, hein, les motifs des médicaments achetés pour un patient donné, c'est pas franchement de notre ressort pour optimiser ces parcours-là, même si Denis l'a évoqué, il y a ces histoires de bourses d'échange qui ont une certaine limite. Et donc l'idée de cette étude, c'est du coup d'optimiser, de faire le diagnostic de ces périmés annuels de l'établissement, je tiens à le préciser, de l'ensemble de l'établissement, et de réduire son impact environnemental des médicaments sur le côté d'IMED. Alors, pour y participer, on a un seul fichier Excel, on n'a pas réinventé l'eau chaude, on ne s'est pas modernisé. Les bons vieux Excel auront la vie, auront la vie longue encore un certain temps, en tout cas avec nous, avec les moyens de l'Omédit, ça marche bien, on sait gérer. Ce fichier Excel, dans l'étude, on a proposé deux parties distinctes. Une partie rétrospective qu'on a mis obligatoire. Si vous participez, il faudra remplir les deux premiers onglets de ce fichier, et une partie prospective qui est plutôt facultative. Je commencerai à l'inverse par la partie prospective, facultative. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis facultative? Parce que c'est de la curiosité, ou pour moi, c'est plutôt à visée de communication. Puisqu'elle concerne l'idée de proposer, de faire remonter un diagnostic et montrer que dans l'ensemble, les pharmaciens en PUI et leurs équipes sont en capacité d'émettre des alertes sur attention, je connais bien les traitements, je connais bien dans l'ensemble la patientèle de mon établissement, et je sais que cette boîte, ce traitement est à risque de péremption au regard de la patientèle accueillie dans mon établissement. Donc Denis l'a expliqué en préambule. Donc l'idée, c'est de faire remonter ça et de montrer qu'aujourd'hui, on sait déjà qu'on a une certaine volumétrie dans nos étagères ou dans nos établissements, qu'on a une certaine volumétrie de médicaments qui seraient amenés à déjà être identifiés comme allant périmer. Et c'est quand même dommage de ne pas pouvoir capitaliser sur cette connaissance et de ne pas avoir une solution à mettre en regard. Donc ça, c'est la partie facultative. Vas-y, Denis. Juste pour imaginer un petit peu ça, on a, la plupart d'entre nous, ce que j'appelle chez moi une armoire au miracle, c'est-à-dire une armoire de médicaments qui ne sont pas gérés dans le stock, qu'on a été amené à commander pour un patient donné, on n'en a donné qu'une partie, le reste, ça reste chez nous, et parfois, ben, on va taper dans cette armoire pour un autre patient qui viendra et qui aurait besoin de ces traitements qui ne sont pas référencés. N'étant pas référencés, c'est vrai qu'une requête informatique pour pouvoir les analyser n'est pas possible. Mais en se déplaçant et en allant voir dans cette armoire, moi j'ai une petite centaine de produits dedans, peut-être un petit peu moins, mais bon, très facilement, je vais voir quels sont les produits qui ont peu de chances d'être passés avant leur péremption. Et si je me focalise sur des produits, alors moi je vois le côté économique, mais il y a aussi le côté environnemental. Mais du côté économique, j'ai vite fait d'en sélectionner 5, 6 là-dedans qui, si jamais ils n'étaient pas passés, auraient un impact économique important. C'est un petit peu l'objet de cette analyse prospective. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, cette analyse, cette proposition de remontée prospective, je ne sais pas si on peut parler beaucoup d'analyse, si ce n'est de votre côté, hein, au sein de chaque établissement, elle n'a pas vocation à rechercher une exhaustivité, vous l'aurez compris, hein, personne n'a une boule de cristal pour prédire à 100% que ces médicaments vont périmer dans son établissement. C'est bien là tout le problème, hein. Si on nous donnait l'avenir, on saurait gérer avec, mais ce n'est pas le cas. Et l'idée, c'est d'aller toujours pareil, selon vos circuits, peut-être questionner aussi dans les unités de soins. On sait que dans l'ensemble, dès qu'on va parler de produits onéreux ou un peu spécifiques, on a tendance à tous vouloir les récupérer dans nos PUI
pour être sûr de pouvoir les redistribuer autant que de besoin si on a un nouveau patient qui en aurait besoin dans notre établissement. Pour autant, ce n'est pas forcément toujours le cas et selon les organisations, ce n'est pas le cas tout court. Donc, il n'y a pas de recherche d'exhaustivité. Pour autant, interroger PUI, unité de soins, ça pourrait être intéressant sur cette partie prospective. Maintenant, j'en arrive à la partie rétrospective, donc c'est plutôt le cœur du sujet. Son objectif, on l'a divisé en 3, c'est qualifier et quantifier ces médicaments qui ont périmé sur une année, donc avec un côté volume et montant. Pour information ou rappel, l'étude d'IMED a quand même montré qu'on avait un fort volume de médicaments jetés qui étaient liés à des médicaments à faible valeur monétaire. Donc, on voit bien qu'on a déjà optimisé nos processus et nos organisations sur les médicaments onéreux, avec, je pense, on l'a explicité plutôt cette centralisation à la PUI et on essaye de les suivre de manière un peu plus précise. Et donc, du coup, la quantification, on va la faire en volume et en euros pour aussi voir si ça se retrouve au niveau des PUI, ce côté le gros du volume, c'est des médicaments peu onéreux, mais il y a quand même du volume là-dedans. Le deuxième, qui à mon sens est le plus important, c'est d'essayer de faire ce travail-là, qui n'a pas été fait dans l'enquête d'IMED, d'aller plus loin dans pourquoi ça a périmé et donc d'essayer d'en identifier les motifs. Je pense que collectivement, je pense qu'on n'est pas forcément capable, 100% de notre liste, d'identifier les motifs ou de s'en rappeler. Par contre, on est en capacité de se dire, ça, je sais, c'était une erreur de commande, ça, c'était un changement de pratique, ça, un changement de marché, ça, médicament acheté pour notre patient, un patient qui est venu une fois. Et donc, on vous a proposé une liste de motifs qu'on verra par la suite. L'idée, de nouveau, c'est un compromis. Notre étude, il y aura des biais dans les péremptions de l'établissement. L'idée, c'est d'essayer de transmettre le plus d'informations qu'on a en notre possession. C'est aussi une valeur descriptive que de dire je ne suis pas capable d'identifier au regard du volume, du turnover. L'établissement tourne H24, 7/7. Il arrivait à recenser exactement pourquoi ça a périmé. Ce n'est pas forcément pour moi l'objectif ultime. Par contre, il y a certaines lignes dont on sait. Et ça, c'est bien de le faire remonter et ne serait-ce que de dire là, les motifs sont identifiés, 50% les motifs sont identifiés, 50% les motifs ne sont pas identifiés. C'est aussi une valeur informative sur notre capacité à diminuer ces périmés. Et le dernier point, c'est l'estimer l'impact carbone. On l'a vu avec DIMED, nos périmés, c'est double peine. Ça a été produit, on a acheté et on va devoir détruire. Donc sur l'impact environnemental, c'est ce qu'il y a de plus catastrophique. Le mieux étant de ne pas acheter ce qu'on ne consomme pas et encore moins de devoir l'éliminer par la suite. Voilà, ça, je pense que je vous apprends rien. Et donc, on a proposé une étude à l'inverse de DIMED pour ne pas aller sur du recueil dans les unités de soins qui peut être long et chronophage avec une vision annuelle et pas de une semaine. Ça nous paraissait impensable d'aller demander de recueillir 100% des périmés dans les unités de soins, sauf si vous avez déjà un système de recueil qui est mis en place. Dans ce cas-là, vous pouvez le remonter dans l'enquête, bien évidemment. On verra après sur les variables recueillies. C'est quelque chose qui est largement possible et on vous pousse à le faire si vous avez ces informations-là. Pour autant, le dénominateur commun dans l'ensemble des établissements, mais à nouveau, tout le monde n'a pas cette capacité-là au niveau de ses systèmes d'information. C'est la requête sur son SI ou sa GEF, le logiciel de votre gestion, ou le logiciel ou le payeur, tout dépend en fait comment vous êtes organisé, la requête informatique dans lequel vous auriez déstocké, douché, sorti, valorisé ces périmés dans une UF particulière. Donc, on l'a bien mis, vous le voyez dans le petit carré en bas, on le sait, cette méthodologie, elle a une tendance à surreprésenter les périmés qui sont gérés, des médicaments qui sont gérés par la PUI. Et donc, potentiellement, on aura moins, en fonction de vos organisations, je le redis, on aura moins la visibilité des médicaments qui auraient périmé dans les unités de soins.
de nouveau, sauf si vous avez un moyen de recueil complémentaire. Et donc, en connaissance de ce constat-là, on vous propose d'aller sur une estimation, et on le verra après, de la représentativité du recueil. C'est-à-dire qu'en fonction de votre organisation, soit vous avez déjà optimisé vos dotations de services, vous faites de la GIN, les dotations de services sont uniquement des dotations urgentes, vous avez des PPH qui se déplacent ou des cadres ou des infirmières qui gèrent ces dotations de services comme le lait sur le feu. On va dire que vous avez une vision de vos périmètres de votre établissement qui est quand même plus robuste que, bon, je ne confronterai pas petit et gros, mais que des établissements avec des gros volumes qui ont plus de mal à être partout en même temps et à tout structurer au cordeau et qui ne font pas de la dispensation hebdomadaire ou journalière nominative, donc qui ont plus de stock dans les unités de soins, avec du coup un risque de péremption plus importante dans les unités de soins. Après, on a aussi des organisations où les périmés, où il y a un turnover à 3 mois, ça sort des dotations de services, ça monte à la PUI pour être redistribué. Voilà, tout ça a un impact sur nos périmés à la sortie. On ne peut pas le quantifier, c'est trop complexe. Donc, juste, on va vous demander de décrire vos activités. Et donc, ça en transition, on vous présente la grille de recueil. La grille de recueil, il y a 3 onglets, comme on vous l'a dit au préambule. Les 2 premiers onglets, qui sont les onglets bleus, s'appellent enquête rétrospective. Il y en a un, c'est le renseignement de vos organisations. Et le deuxième, c'est l'enquête rétrospective sur les données, donc le recueil des médicaments périmés. L'enquête rétrospective sur le renseignement, vous avez en gros 4 blocs bleus d'informations. L'identification de l'établissement, tout simplement, pour qu'on sache qui nous répond. Je le dis là, mais je le redirai à la fin du webinaire. Les données seront anonymisées. Nous, on est garant de l'anonymat. Entre guillemets, ce qui est intéressant, c'est la collecte de la donnée. En interne, c'est intéressant pour vous. Nous, au niveau de la région, qui l'a transmis, c'est la cartographie des établissements de détail, donc le statut, la typologie qui nous intéresse pour voir si on a une représentativité régionale, par exemple. Mais derrière, tout sera anonymisé. Voilà. On n'a pas la possibilité de retrouver qui a transmis quoi derrière des chiffres et des médicaments périmés. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est ce qu'on a qualifié de l'exhaustivité du recensement des périmés. Donc c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer. On a identifié 3 parties. Et le premier, je te laisserai intervenir, Denis, parce que c'est vous qui l'aviez identifié plus spécifiquement avec la méthodologie de recueil sur le SI. On a un biais qu'on a identifié, c'est tous ces médicaments qui sont gérés hors stock. On sait qu'on le déstocke automatiquement à réception et c'est le cas probablement, alors pour tout ou partie d'entre vous, des médicaments achetés pour un patient donné. On va l'acheter, il est géré hors stock, on n'a pas l'habitude de le détenir, on ne va pas le mettre en stock dans nos étagères. Donc en fait, il passe dans le SI, s'il arrive à péremption, il est déjà déstocké. Il y a des pratiques qui peuvent être un peu différentes. Certains vont doucher ou re-rentrer dans l'UF périmé, vont qualifier ce produit-là quand il périme dans l'UF, et d'autres, comme il n'est pas géré en stock, ne vont pas le défalquer sur l'UF périmé, donc ça ne sortira pas. Donc ces informations-là, ces 2 items qu'on a proposés, nous permettront de quantifier si oui ou non, dans vos résultats, on a détecté des hors-stock ou est-ce que tous ces médicaments gérés hors stock ne seront pas recensés dans vos recueils? Oui, juste pour intervenir là-dessus, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Les produits qui ne sont pas gérés dans le stock, l'informatique ne va pas nous aider beaucoup. Mm. On peut de temps en temps être amené à retrouver, soit chez le grossiste répartiteur, si on s'est dépanné en urgence, chez un grossiste répartiteur, etc., voir quels sont les produits un petit peu onéreux qu'on a pu être amené à commander spécifiquement pour un patient. Chez nous, effectivement, ce type de produits, on les met pas dans le stock. Dans certains établissements, tout va être géré en stock parce qu'ils arrivent à être exhaustifs. Nous, on ne le fait pas. On estime que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Aller créer le produit dans l'informatique, etc., pour une utilisation peut-être qu'une seule fois, on le fait pas volontiers. Mais après, c'est la mémoire des uns et des autres. Libre à vous aussi, si vraiment vous vous souvenez qu'il y avait eu des choses que vous aviez commandées, mais vous vous souvenez plus trop quoi, à la limite, trouvez le moyen de nous mettre un petit commentaire en disant, je pense qu'il y a eu d'autres produits, mais je m'en souviens plus. On saura que les chiffres qu'on a, c'est des chiffres qui sont à minima.
Et si on veut expliquer, démontrer l'intérêt de cette étude et du fait de mettre en place des mesures dérogatoires, c'est en disant qu'à minima, on en a pour telle valeur ou tel volume, on saura que de toute façon, dans la réalité, c'est plus, donc on a encore plus à gagner à essayer d'évoluer dans la réglementation. C'est vraiment intéressant pour nous en tant que pharmaciens, c'est d'avoir une possibilité d'optimiser un petit peu l'utilisation des traitements. Et puis en tant que citoyen, je trouve que c'est intéressant aussi. Donc voilà, tout ce qu'on pourra mettre, c'est le bienvenu dans les informations. Et si on n'arrive pas à tous se souvenir, c'est pas le drame, mais faites-le nous savoir, comme ça on saura que on est plus ou moins à minima. Si tout le monde nous dit, ben, je crois qu'avec ça, j'ai pratiquement tout ce qui nous a concerné en 2025, ben, on se dira les chiffres sont proches de la réalité. Mais je pense qu'il y aura un delta non négligeable sur des choses qu'on n'a peut-être pas en tête, mais qu'on sait avoir eu fait dans le courant de l'année. Tout à fait. Donc ça, c'est la partie sur le focus sur les médicaments gérés en hors stock. Ensuite, on vous demande la description. Donc, ce sont des menus déroulants avec 2, 3, 4 réponses maximales à cocher dedans, donc pour aller assez vite sur le recueil. Ensuite, on a essayé d'avoir l'optimisation du circuit des médicaments périmés pour voir si finalement il y a déjà quelque chose de musclé au niveau du circuit des médicaments avec une forte présence et un fort suivi dans l'ensemble de l'établissement. Quand je dis fort, c'est les référents médicaments, c'est pas forcément lié aux fonctions, mais c'est vraiment lié à la structuration que vous avez pu déployer au niveau des unités de soins et qui vont du coup corroborer si votre recueil est le plus exhaustif possible, en sachant que le 100% de recueil de médicaments périmés, pour moi, il est jamais atteignable vu la volumétrie d'acteurs qu'on a et l'activité qu'on a. Mais par contre, voilà, essayer de voir si on a borné tout notre recueil ou pas. Donc ça, c'est la partie circuit des périmés. Et la dernière partie de cet encadré, c'est votre estimation. Donc Denis l'a bien expliqué, c'est de se demander si, au regard de votre organisation que seul vous connaissez, et en connaissez aussi la maîtrise, d'estimer le pourcentage de représentativité de recueil. Est-ce que votre recueil, finalement, c'est vraiment stricto sensu que les médicaments périmés en PUI qui sont gérés en stock, parce que leur stock n'est pas recensé, parce que dans les unités de soins, vous êtes encore en dotation globale avec des grosses armoires de service, une gestion laissée à la main de l'unité de soins et qui est très bonne dans certaines unités de soins et un peu moins bonne, avec des mises en place peut-être des organisations disparates entre les services, certains qui vont faire un gros turnover, ces médicaments-là, ça fait 3 mois qu'on les a, on ne s'en est pas servi, on revoit la dotation, des choses comme ça. Toutes ces organisations ont un impact sur le recueil et sur leur qualité. Donc, et ça, seul vous pouvez le connaître. Donc, on vous demande d'évaluer. Donc, on vous a mis des fourchettes. Le côté, on a mis le 100%. Il ne faut pas avoir peur de le mettre si vous avez bien maîtrisé votre circuit. Pour moi, je me dis que ce serait le Saint Graal ultime. Personnellement, je ne me verrais jamais mettre 100% sur ma gestion en milieu hospitalier, mais peut-être que dans des structures peut-être plus avancées, c'est possible. Mais voilà, on vous a mis des fourchettes grossières, plus de 90%. Il en manque 25% en se disant que au vu des services, on sait qu'on en a qui sortent, mais on en a déjà quand même pas mal mis en place, etc. 50%, moins de 50%, et là, c'est vous qui verrez, qui évaluerez ça. Donc, c'est très arbitraire, mais ça donne une orientation sur l'information. Les 2 derniers blocs, ce sont les données globales. L'idée, ça va être de mettre un pourcentage, alors c'est de nouveau, c'est de l'ordre de la représentation sur les données globales des médicaments et le volume des médicaments achetés, donc UCD montant, et on mettra un ratio de périmé de l'établissement en fonction de ce que vous avez acheté et le volume. C'est des données aussi qui sont utiles pour l'enquête ATIH qui vient d'être lancée. Donc, en fait, pour moi, elles sont extrapolables. L'idée, c'est pas de faire 2 fois le même travail ou de faire 2 travaux quasiment identiques, mais pas tout à fait les mêmes. N'hésitez pas à utiliser les mêmes données dans le cadre des 2 enquêtes.
Et le dernier point, on s'est dit que c'était important d'identifier aussi votre niveau de maturité. Donc, on peut le deviner à travers les questions précédentes, savoir s'il y a un engagement de l'établissement sur la maîtrise du circuit, les remontées de péremption, la centralisation de l'information, l'analyse de cette information-là. On peut vaguement deviner avec les premières questions auxquelles vous aurez répondu. Tout ça étant lié à l'humain, au SI, etc. Il y a quand même beaucoup de variables pour cette maîtrise des circuits et des médicaments à risque de péremption ou périmés. Et donc, le dernier point, c'était d'essayer d'identifier si vous aviez déjà musclé votre jeu. Désolé, peu référence sportive ces derniers temps, muscler votre jeu sur la maîtrise de ces péremptions. Et donc, on a identifié une série d'actions qui est loin d'être exhaustive. Donc, il ne faut pas hésiter à commenter ou à nous en rajouter, dire que en fait, c'est un sujet que vous aviez déjà pris à bras le corps. Mais avant l'enquête et que potentiellement vous pouvez tout cocher ou en cocher que certaines. Typiquement, la réflexion, je crois qu'il y avait réduire le livret thérapeutique, les enquêtes sur les médicaments périmés, c'est quand même pas nouveau. On n'a pas attendu la transition écologique pour que dans les milieux hospitaliers, on maîtrise le plus possible notre circuit du médicament et nos risques de péremption. Donc, pour moi, il y a des propositions d'action qui sont déjà mises en œuvre depuis des années dans les établissements, donc n'oubliez pas de les cocher, sauf si vous estimez que les pratiques ont un peu évolué, que ça mériterait d'être refait et que pour vous, c'est fait partie de votre plan d'action dans les années à venir. Mais pour moi, ça fait partie des actions qui sont potentiellement déjà menées un peu partout. Ça, c'est la première partie, donc c'est le premier onglet. Le deuxième onglet, ça ira plus vite, c'est l'onglet sur le recueil brut, donc c'est-à-dire ligne de médicaments périmés. On vous l'a mis, les deux modalités de recueil qu'on a identifiées, c'est l'ESI, donc votre UF périmé si vous l'avez. Alors, on vous l'a qualifié, on essaie de récupérer les verbatims, l'UF rebut, périmé cassé. Le piège du SI, c'est bien parce que du coup, en fait, on a de la donnée et on n'a plus qu'à analyser. Donc, elle est déjà recueillie, ça c'est chouette. Par contre, dans les UF périmés cassés, pour pas mal d'entre nous, je pense, on a défalqué les produits cassés dans ce recueil-là. Donc, si vous avez la possibilité de les identifier, il faudrait les sortir de l'enquête. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie d'un des biais du recueil via le SI qui est possible. Donc, il faudra probablement nettoyer votre extraction avant de nous la transmettre à minima. Vas-y, Denis. Oui, là-dedans, effectivement, c'est arrivé dans certains établissements, ils ne veulent pas créer autant de sous-unités que ce qu'on pourrait souhaiter. Et il arrive effectivement qu'on y mette des périmés, des cassés, et puis beaucoup aussi des retraits de l'eau. Voilà, quand les produits, il y a retrait de l'eau parce qu'on ne peut pas utiliser, ben, on les met quelque part, et si on n'a pas d'UF retrait de l'eau, on peut les mettre dans cette UF. Ces produits-là, ce serait bien effectivement qu'on puisse ne pas les comptabiliser à la fin parce qu'ils ne rentrent pas dans ce qu'on cherche à récupérer comme données. Bon, c'est idéal si on arrive à les défalquer, à les retirer. Et vous voyez ce que vous pouvez faire. Je vois qu'il y a des questions sur le côté, on y répondra peut-être à la fin. Ouais. Ouais, on y répondra. Alors certaines, il y a toujours une appétence quand elles sont plus générales, j'y réponds à la fin. Quand elles Bon, répondent on là, fera, mais ouais, voilà, parce que on y ça te laisse répondra à la mener. fin. Voilà. Ouais. Il y en a d'autres, je ne suis pas sûre d'avoir compris, donc peut-être que je vous recontacterai à l'issue du webinaire pour dégrossir avec vous votre suggestion, que je comprenne bien si je peux déjà rajouter la maîtrise de certains biais qu'on aurait oubliés avant de lancer l'enquête, c'est pas mal, mais on a été nombreux à le relire. J'ose espérer qu'on ait borné ce qu'on a pu borner pour répondre aussi aux besoins du plus grand nombre, parce que selon nos SI, on peut être plus ou moins exigeant, mais l'idée, c'était pas d'upgrader le niveau d'exigence au risque d'avoir moins de données. Donc, il a fallu trouver des compromis. Le dernier point sur le recueil, on a identifié éventuellement si vous aviez des recueils papier ou dématérialisés, je pense au recensement du tableau Excel ou les petits carnets. Désolé, je suis peut-être old school, mais nous, on avait les petits cahiers de périmés des petites feuilles volantes, mais chartées aux règles qualité, des petits périmés dans les unités de soins. Donc là, il y a un peu de retranscription. J'avoue que dans cette enquête-là, je les aurais recueillis et à défaut d'être exhaustive, je sais que j'aurais pu recueillir ces médicaments qui ont périmé dans les unités de soins. Voilà. Donc je pense qu'il y a il y a des mécanismes pour chacun. On a pu
faire qu'on les ait ou pas récupérés physiquement. D'autres, je sais, récupèrent vraiment les périmés à la PUI. Alors, je suis admirative. Je ne sais pas si vous les défalquez quelque part et si vous les comptabilisez à la sortie ou les pesez peut-être. Mais voilà, en tout cas, on les a identifiés, donc il ne faut pas hésiter à les mettre. Et après, en ce qui concerne les variables, donc tous les médicaments, on vous a mis la liste dans la méthodologie, vous aurez la liste des médicaments. L'idée, c'était pas d'être restrictif. Nous, dans l'analyse, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément intégrer, par exemple l'impact environnemental des préparations magistrales, ça, on ne pourra pas le faire, ou difficilement le faire, ou alors le faire de manière très grossière. Et puis, les motifs de médicaments achetés pour un patient donné sur l'injectable, par exemple, ce sera identifié, mais si on veut pouvoir le vendre au patient à la sortie, on va avoir une continuité de prise en charge qui n'est pas forcément cohérente avec avec la suite du processus. Donc voilà, il y a des choses qui seront adaptées, mais ce sera au niveau de l'analyse et pas vous au niveau du recueil. L'idée vraiment, c'est de faire remonter en ayant un traitement à minima de l'information. Donc les variables entre guillemets obligatoires à renseigner pour que nous on puisse faire l'analyse derrière, c'est bien évidemment UCD, alors CIP si vous bossez en CIP, mais UCD prioritairement. Le nom du médicament, il ne faudra pas vous embêter, nous on va faire matcher avec des bases de données derrière, donc que vous ayez mis le nom du génériqueur ou pas le nom du génériqueur, avec le code UCD on devrait pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires. La quantité, mécaniquement, ça, nous, on ne pourra pas la deviner. Le prix unitaire, ce n'est pas une variable obligatoire parce que de même, on pourra pointer sur le prix unitaire moyen, alors hors taxe moyen, recueilli dans l'enquête ATIH, l'enquête consommation des médicaments. Au moins, elle nous sert à avoir cette base de données-là et à avoir un prix moyen. De nouveau, l'idée, ce n'est pas une comparaison mécanique des coûts, c'est vraiment d'avoir une vision plutôt générale de l'impact que tout ça, ça peut avoir. Et le motif de péremption, ce qu'on vous demande par contre, c'est de renseigner cette variable autant que faire se peut, autant que vous ayez l'information, et dans la mesure du possible, de manière le plus exhaustive possible pour, comme on l'a dit en préambule, vous l'aurez compris, le motif médicament acheté pour un patient donné. Les précisions si nécessaire, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à nous les mettre là sur des motifs particuliers qu'on n'aurait pas identifiés, donc il y a un divers. Je réponds déjà à une question dans le chat. Il y a bien le motif médicament envoyé avec péremption courte, parce que ça a été remonté, on l'a identifié avec l'arrivée des génériqueurs, avec un certain turnover, ça arrive qu'on nous envoie des médicaments avec une péremption à 3 mois, d'où la transition, alors c'est du FIFO, la gestion en FIFO, en FEFO, first in, first out, sauf que maintenant, comme on a des péremptions courtes, c'est le premier expiré, first expired, first out, et donc maintenant, il faut qu'on bosse en FEFO parce qu'on nous envoie des péremptions courtes. Donc ça, effectivement, ça a été identifié dans les motifs. On vous a positionné cette information de la gestion hors stock, on l'a demandé en préambule. C'est pas si tout est en si votre SI ne mesure et votre système de recueil des péremptions ne mesure que ce qu'il y a en stock, vous remplissez rien. On a fait en sorte que ce soit fait de manière à ce que vous ayez les moins de données à remplir. Si vous avez la possibilité d'avoir recueilli des médicaments hors stock, il faudra nous mettre un petit oui là-dedans pour les lignes concernées. Et de même pour le recueil dans l'unité de soins, tout ou partie, parce que le débat, c'était dans notre SI, si on a un système qui nous permet de remonter les périmés des US et que notre SI recueille tout ça, en fait, ce n'est pas un médicament qui périme que stricto sensu en unité de soins, mais le recueil a aussi été réalisé dans l'unité de soins. Donc là, pareil, ça peut être uniquement du oui sur quelques lignes, pas du tout de oui si notre SI ne recueille que ce qui a périmé sur nos étagères en PUI, ou notre système ne recueille que ce qui a périmé en PUI, ou du mix, ou tout du oui si pour vous, en fait, tout est mixte, en fait, sur le circuit de péremption. C'est pour ça qu'on a tenu à ce que MEDAPER, ce soit bien l'enquête des médicaments qui périment à l'hôpital et pas à la PUI. C'est pas la PUI, c'est un service qui pilote tout le circuit du médicament, mais qui n'est pas donneur d'ordre. Pour moi, il n'y a pas de médicament qui périme à la PUI, dans le sens où s'il n'y avait pas eu de prescription, il n'y aurait pas eu d'achat à la PUI. Donc en fait, normalement, il ne devrait pas y avoir de frontières faites entre les deux. Le fait est qu'on a un circuit, une organisation, donc il y en a une qui est faite parce que c'est une géographie de là où ça
a fini par périmer, mais ça reste quand même des médicaments achetés pour les patients de l'établissement et des médicaments périmés pour les patients de l'établissement. Donc, on l'a labellisé comme ça. Pour autant, c'est une réalité. Il y a des choses qu'on arrive plus facilement à mesurer que d'autres. Donc, ceux-là, si on arrive à être plus exhaustif, on les a identifiés. J'en arriverai, il est 45, donc je suis pas mal. J'en arriverai au dernier onglet, c'est l'enquête prospective. Cette enquête prospective, je l'ai précisé en préambule, on a mis exactement le même format que l'enquête rétrospective, mais pour moi, le nombre de lignes pourrait se compter sur le doigt d'une main ou des deux mains. Je ne sais pas, après c'est à vous de l'estimer, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, il n'y a pas 250 lignes là-dedans, en sachant qu'on est bien sur l'identification de médicaments non encore périmés, avec une péremption courte ou pas. En fait, les médicaments achetés pour un patient donné peuvent périmer dans 2 ans, mais on sait très bien qu'on attend et puis on attend désespérément qu'un patient arrive. Soit on arrive à faire une bourse d'échange, mais sinon on attend qu'un patient arrive. Donc l'idée, c'est de le recueillir à cet endroit-là et de dire je suppose. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'oser nous le transmettre. Et de même, recueilli soit dans l'unité de soins, soit au niveau de la PUI. Et comme l'a dit Denis, ne pas oublier, nous, on appelait ça la boîte noire. Alors, c'est moins joli que l'armoire au miracle. Donc, voilà. Donc, tout ce qui pourrait être géré hors stock, qui n'est du coup pas forcément physiquement positionné au même endroit. Mais en tout cas, on vous l'a mis là. La fin, je crois que c'est notre dernière slide. Donc, on a laissé un mois, 6 mars, c'est ça, un mois tout pile avec ce webinaire, un mois pour transmettre les données. Alors, l'idée, c'est parce que derrière, on a une analyse qui est réalisée par des étudiants. Du coup, ils ont une deadline aussi pour rendre les analyses et nous restituer les résultats en ce qui nous concerne. Donc le 6 mars, si vous avez besoin de quelques jours supplémentaires, on n'est pas à quelques jours supplémentaires, il ne faut pas hésiter à nous le donner. Pour moi, il y a un peu un go, no go, go j'y vais, no go parce que j'ai pas de SI, parce que c'est trop chronophage. Pour autant, vous avez bien vu sur le côté lourdeur de l'enquête, on a essayé vraiment de réduire au possible. Et on vous le redit, l'idée, c'est pas forcément d'être parfait dans la transmission. Nous, on se contentera des données que vous avez transmises, donc n'hésitez pas, puisqu'en fait, les biais, on les connaît, on les connaît, en tout cas, on en a identifié une partie, et on va essayer, avec le côté descriptif, de pouvoir au moins faire un maillage. Vas-y, Denis. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on est tous soumis à plein d'enquêtes, c'est parfois pas très drôle. Là, premièrement, c'est un petit peu novateur. Alors, peut-être ça a été fait dans d'autres régions, mais en tout cas, on sait que ça pourra à l'avenir intéresser d'autres régions si on arrive à aboutir par rapport à une évolution de réglementation qui nous permettrait de limiter nos péremptions. Et puis, voilà, c'est la satisfaction de se dire qu'on aura fait ce qu'on a pu pour limiter les déchets d'une part, et puis les surcoûts liés à ces péremptions. Donc oui, c'est un petit investissement de temps, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Moi, je serai en retraite avant la fin de l'année. Si j'arrive à ça, je serai super content. Donc rien que pour ça, vous allez passer un petit peu de temps. Non, je plaisante. Sur le reste, je voyais quelques questions sur le côté. Est-ce que, Karine, je peux essayer de répondre à certaines et puis Tu peux, on voit si ça tu correspond. peux. Je vais prendre dans Oui. l'ordre. Donc, le bonjour à tous, on est tous d'accord. Le biais de la gestion des lots, c'est vrai que certains ont réussi à déployer la sérialisation de façon plus importante que d'autres. La sérialisation, ça peut nous permettre de récupérer des péremptions aussi sur certains produits. Pour certaines analyses, ça peut être bien. Chez nous, on a très légèrement avancé, donc on ne pourra pas l'utiliser. J'entends que pour les DM, il y avait un petit laïus sur les DM. Oui, les DM, il y a aussi sans doute pas mal de déchets dans les DM, mais bon, ça ne fait pas partie de cette étude-là, peut-être une autre plus tard. Mais pour le médicament, tout ce qu'on peut utiliser qui peut nous permettre de faire un inventaire de nos périmés est bon à prendre. S'il y en a qui peuvent utiliser la sérialisation, ce n'est pas une mauvaise idée. Question, pourquoi ne remettez-vous pas ces médicaments en stock à la sortie du patient? Oui, on les remet. Alors, soit en stock, soit en hors stock, mais on est prêt à les réutiliser, bien évidemment. Mais quand j'évoquais ces traitements qui nous restent sur les bras, c'est souvent des traitements pour lesquels
ben, avant la péremption, notamment si elle est courte, on a peu de chances de les réutiliser. Hein. Donc, quand on peut les réutiliser, on est tout content. Quand on peut les faire réutiliser à un hôpital voisin, on est tout content aussi, mais bien souvent, ça ne fonctionne pas. Problématique des médicaments réceptionnés avec une date de péremption courte. Oui, ça arrive de plus en plus souvent. Chez nous, notre groupement Pharmsera a mis dans les clauses de marché que normalement la péremption devait être au moins un tiers, je crois, de la péremption initiale du produit. Et on a aussi marqué que quand la péremption était inférieure à 6 mois, il fallait qu'on soit prévenu. Et en général, les laboratoires, ceux qui font bien leur boulot, nous préviennent, nous appellent en nous disant, j'ai un produit qui va se périmer bientôt, est-ce que vous acceptez de le reprendre? Au vu de nos consommations, on va dire oui ou non, et puis on leur dit, si jamais il y avait une partie qui n'était pas consommée, est-ce que vous êtes prêts à nous faire un avoir? Et en général, ils le font assez facilement. Ça n'empêche pas le côté impact environnemental, parce que si c'est périmé, ben, il y a malheureusement un impact environnemental. Ça permet, à côté de ça, de ne pas avoir un impact financier. Et puis si on y réfléchit, si les industriels ne pouvaient pas livrer leurs produits qui ont une péremption courte, parfois ils sont obligés de le faire, ben ça se périmerait chez eux et d'un point de vue environnemental, ce serait aussi gênant. Qu'est-ce qu'il y avait comme question autre? Ce serait bien de savoir quel est le mode de gestion des réappros par relevé d'inventaire ou plein vide. Oui, c'est vrai, on dit souvent que la gestion en plein vide peut permettre de limiter les péremptions. Moi, je le pense. J'ai pas d'éléments probants pour le faire, si ce n'est l'expérience qu'on avait chez nous. Oui, ça peut être intéressant. Ben, si vous avez possibilité de mettre un commentaire, éventuellement, marquer que chez vous, c'est géré en plein vide. Peut-être que ça permettra de voir si ça a un impact. On ne pourra pas le mesurer très précisément, mais ça pourra permettre de se faire une idée. J'interviens, Vas-y. Denis, sur Ouais. sur ce dernier élément. Pour le coup, c'était les éléments qui est tenté d'être recueillis dans l'enquête d'IMED. Oui. La première, la difficulté qu'on a, c'est l'exhaustivité de l'enquête. Dans le cadre de l'enquête d'IMED, le biais que nous, en tant qu'observatoire, on avait recensé, c'était que comme on était sur une unité de soins, on n'avait pas la cartographie de l'ensemble des services. En fait, sauf si vous avez une seule spécialité au niveau de l'établissement, dans l'ensemble, on a une disparité d'organisation entre les services. Ce qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on intègre cette disparité d'organisation entre les différents services dans une étude qui globalise les données. Il faudrait du coup presque avoir finalement un circuit d'analyse interne en disant bah, comparaison d'unités de soins avec telle unité de soins dotation globale, telle unité de soins en plein vide, j'ai un turnover moins important, j'ai un turnover plus important des médicaments, donc moins de périmés. Mais en fait, tout ça, ça s'analyse, je pense, plutôt en interne ou uniquement sur une correspondance avec une unité de soins, sauf si toute votre organisation, tout votre établissement a toutes ces unités de soins gérées de la même manière. C'est vrai que il y a des études, je sais pas si Eva rester là, il pourra prendre la parole. Les AHCL ont commencé à mener cette unité-là, mais finalement en interne, puisque chaque site aux AHCL avait son organisation, robot par robot, dotation globale, GIN, DHIN. Le robot imposait pas mal de choses qui étaient intéressantes dans leur étude GASPIMED. Ça a été de montrer que finalement, ce qui ressortait dans l'entièreté d'un établissement, c'est que ce n'était pas les périmés qui gaspillaient le plus, c'était la gestion des retours. Et on sait, ça, nous, on ne l'aborde pas, par exemple. Tous ces médicaments, on n'aborde pas l'entièreté des DIMED, des déchets issus des médicaments. Ces retours qu'on ne traite pas parce qu'il y en a un tel volume et qu'on n'arrive pas à remettre en stock, à remettre en circulation, à contrôler toutes les péremptions de toutes les petits blisters qui nous ont été découpés de nos jeans ou de nos DHIN. Ça, c'est parti au rebut, c'est parti à la poubelle, au DASRI pour ceux qui ont posé la question sur l'élimination des déchets. Ça, c'est un vrai trou noir aussi, cette gestion des retours et notre capacité à les gérer pour éviter soit de les jeter, soit de les périmer à la sortie. Donc là, l'enquête, elle est vraiment focus sur les périmés. J'entends l'organisation des services, mais je pense qu'il va falloir dédier une étude, mais avec des sites pilotes. D'après moi, il faut 2-3 sites pilotes avec une organisation descriptive
du j'ai un robot, je fais de la jean, je fais de la DHIN, j'ai une dotation globale, je fais du plein vide, et comparer la production de déchets ou de péremption selon ces organisations-là. Mais en régionalisation comme ça, c'est trop compliqué. En tout cas, on n'a pas réussi à avoir un recueil suffisamment robuste et scindé pour arriver à l'analyser, nous. Les HCL, ils sont parvenus en partie ou entièrement sur leur étude Gaspimed, puisqu'ils ont maîtrisé leurs établissements. Voilà. Il y avait une remarque intéressante sur les périmètres, enfin les produits qui appartiennent aux patients et qu'on ne va pas rendre aux patients parce que le médecin a estimé qu'il fallait pas les lui rendre ou toute autre raison. C'est vrai que ça peut faire un certain volume. Je sais pas, Karine, ça peut être intéressant de les avoir dans le recueil si vous avez de quoi les mentionner, mais il y a peut-être une donnée où ça peut être dans les raisons pour lesquelles ça s'est périmé, il y a peut-être un autre qui permettrait de renseigner que je ne sais pas s'il y a il y a une case dans le menu déroulant. Ouais, il y a une case divers ou autre et la colonne précision à côté. Par contre, excuse-moi, j'ai pas compris lequel c'était, je l'ai C'est, pas vu le message. c'est à ajouter à nos périmés, nous avons par exemple les traitements personnels des patients qu'ils apportent à leur arrivée, que la famille ne peut récupérer et qui ne sont parfois pas rendus à la sortie. Ou en partie rendu, etc. Et finalement, le patient ne revient jamais et donc on finit par les détruire. Impact environnemental, gaspillage, car parfois non périmé, mais impossible à réutiliser. Donc oui, Alors, c'est un cas de figure qui existe. alors c'est un cas de figure qui existe, on l'a recueilli dans DIMED, dans l'enquête DIMED précédente. Là, on l'a pas recueilli puisqu'on n'est pas sur les médicaments achetés. On est sur les médicaments du coup apportés par le patient. Donc, alors désolé de parler argent, mais ça va être l'enveloppe ville. Même si en fait derrière tout ça, c'est de décloisonner la vision financière de la prise en charge du médicament. C'est-à-dire que en fait, on est bien d'accord. Du coup, ce médicament, c'est du gaspillage pareil que nous à la sortie, où en fait ça périme sur nos étagères. C'est en fait, on est donnant-donnant. On s'aperçoit qu'à l'entrée, on a du gaspillage et à la sortie, on en a aussi. Celui-là, pour moi, il est qualifié d'Andimed, il est à remonter d'Andimed parce que c'est l'ensemble des processus du circuit du médicament qui génèrent du déchet et ça en fait largement partie et c'est bien identifié. Même si dans ce lot-là, par exemple, il y en a qui auraient malheureusement sont issus du soin et ne sont selon moi pas du gaspillage. Les médicaments arrêtés, le patient vient avec un traitement, on lui arrête en milieu hospitalier et il ressort, ce médicament-là, il sera jeté. C'est pas du gaspillage à proprement parler, c'est du déchet issu du soin pour le coup. Parce que c'est voilà, le traitement il est arrêté, sauf si on fait tout à l'unité, on n'y est pas encore et on n'y sera pas, je pense, largement pas. Mécaniquement, sur une boîte de 30, si vous arrêtez le traitement un jour ou l'autre, il en restera et ça sera jeté. Ça, c'est issu du soin et c'est pas du gaspillage dans le sens où on ne pourra pas le réduire. Ça, c'est la marge de manœuvre qui sera incompressible en fait. Donc, dans ce que vous voulez quantifier, pour moi, il y a des choses qui sont du gaspillage et qui sont des déchets médicaments issus du soin. Pour moi, cette étude-là, elle ne vise pas à recenser ça. Par contre, du coup, j'en profite. L'enquête d'IMED qui a été menée l'année dernière, elle va être en cette année. Donc, le côté médicaments jetés dans les unités de soins avec des médicaments périmés ou pas, ces recueils-là, des médicaments de traitement personnel, des choses comme ça, font partie de l'étude d'IMED. Et donc, elle sera relancée probablement en deuxième semestre, fin premier semestre de l'année ou deuxième semestre. Voilà. Les Il y dernières a- infos sur cette. Pardon, Il vas-y, y avait Denis. encore, rapidement, si nous n'avons pas comptabilisé les périmés dans les unités de soins pour 2025 et impossibilité de récupérer ces données, est-ce que ça vaut le coup de remplir? Tu as répondu, mais comme ça, tous les autres l'auront aussi. Oui, ça vaut la peine de remplir parce que déjà les éléments sur les péremptions de la PUI, c'est déjà une bonne chose. Avec les renseignements généraux que vous aurez donnés, on saura que ça ne concerne que les périmés de la PUI, mais tous les éléments sont bons à prendre. Ça nous donne un petit peu plus d'arguments et c'est bien de les avoir. Et puis la question, est-ce que cette enquête sera à faire également en 2027? Ça, c'est l'Omedit qui dit. Je ne suis pas certain. C'était juste pour pouvoir nous argumenter par rapport à ce qu'on fait remonter comme information et pour pouvoir faire évoluer sous forme d'un article 51 les possibilités qu'on pourrait avoir de limiter
soit en ouvrant un petit peu sur la rétrocession de fractions de boîtes de médicaments qui nous resteraient, soit des échanges. Alors, je le dis très rapidement, mais dans le groupe, on avait eu une réflexion qui est encore en cours, hein, sur des échanges entre établissements par l'intermédiaire de systèmes qui existent, MAPUI qui existe. Le système MAPUI, ça existe. On y a pensé, l'ARS y a pensé, à essayer de voir ce que ça pourrait coûter. Donc ça fait partie de la réflexion. De la même façon, on a évoqué ce qui se dit encore, moi ça me fait plaisir, mais on entend de plus en plus parler de faire demander aux laboratoires pharmaceutiques d'augmenter la péremption de leurs traitements, de leurs médicaments vendus. Et au niveau de l'Europe, je sais qu'il y a des études qui sont faites là-dessus. Je crois que Choisir, il n'y a pas très très longtemps, disait que sur du paracétamol, il s'était rendu compte que quelques années après la péremption, ils étaient encore efficaces sans avoir de métabolites dangereux. Enfin, tout ça, c'est des réflexions à plus long terme qui sont dans les tuyaux. Ça montre bien qu'on peut essayer de s'améliorer pour limiter, l'utilisation, le gâchis des médicaments. Alors, notre heure est passée. Marie. Rapidement, les derniers éléments. Donc, un seul fichier par établissement, bien sûr. À minima, les 2 premiers onglets complétés, à nous renvoyer par mail à l'adresse ars@ars.santé.fr. Ce webinaire a été enregistré, est enregistré. Il sera remis à disposition et en diffusion en replay pour les collègues qui n'auraient pas pu participer. Résultats et restitutions, donc vous l'aurez compris, une analyse allomédite par le biais de nos étudiants pharmaciens ingénieurs en double circuit. Et donc, on vous renverra vos résultats et vos analyses nominatives et la comparaison des données régionales, le positionnement, en tout cas les données au regard des données régionales recueillies. Et on vous le redit, les données sont propres à chaque établissement et dans tous les cas, elles seront anonymisées dans nos analyses régionales et non diffusées. Et donc, on vous remercie pour votre écoute et je vous ai mis la liste des établissements qui ont participé, contribué à la relecture de cette méthode, ainsi que le groupe de travail avec l'ARS et l'assurance maladie qui ont relu cette méthodologie. Merci à tous aussi, et merci pour le petit temps que vous passerez pour cette enquête. Merci beaucoup.